Et donc, merci d'avoir demandé ce live, ce Zoom. Je suis Daniel Baudin, le maître de chai pour le groupe BBS, qui distribue les rhums Lamoni, Trois-Rivières et Duquesne. Alors, Trois-Rivières, c'est une marque qui a pris naissance en 1972. Lamoni, c'est une marque qui a commencé bien avant 2023 et à partir de 2023, c'est monsieur, comment il s'appelle, monsieur Belloni qui a fait l'acquisition de cette distillerie. Et en 84, la distillerie a déménagé de sa zone de production primaire et s'est installée là où on la trouve maintenant. Pour Trois-Rivières, ça a continué à fonctionner jusqu'en 2004 et Trois-Rivières a démonté ses colonnes et maintenant produit à Rivière-Pilote sur le même lieu que Lamoni. Donc, pour vous situer un petit peu la Martinique, c'est une île qui se trouve dans la Caraïbe et c'est dans la zone des Petites Antilles. Et sur les Petites Antilles, la Martinique est à peu près au milieu de cette zone. Donc, nous avons un climat tropical. Il fait à peu près 30 degrés toute l'année, avec des petites périodes de plus ou moins fraîches en mars où ça va descendre autour de 14-15 degrés, mais une nuit ou deux comme ça. Et puis sinon, on a des périodes où c'est un petit peu plus chaud. La période la plus ensoleillée, on va dire, c'est à partir du mois de mai jusqu'à août. Et la Martinique, c'est une petite île qui fait à peu près 1100 km². Dans le nord, on a la montagne Pelée, connue et réputée pour son éruption de 1902. La Martinique aussi est connue à travers le monde pour son poète Aimé Césaire. La Martinique est connue aussi pour son saïol, puisque nous avons été classés à l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité pour la Pelée et pour l'aïol. L'aïol, c'est une embarcation à voile qui permettait aux pêcheurs d'antan d'aller pêcher le poisson, etc. Ensuite, dans la Martinique, il y a deux zones, on va dire, une zone plus ou moins humide, fraîche, où il pleut assez régulièrement, et une zone plutôt sèche. Donc, la partie humide et très, très arrosée se trouve dans le nord, à l'endroit où se trouve la montagne Pelée. Et dans le sud, on va retrouver une zone plutôt sèche, où il y a une pluviométrie un petit peu plus rare. Alors, depuis 1996, nous avons obtenu notre appellation d'origine contrôlée. Maxime, tu fais tourner les slides, je ne sais pas. Ouais, Donc, ouais, ok, je te remercie. Donc, depuis 1996, nous avons obtenu notre AOC et cette appellation va nous imposer le respect d'un cahier des charges. Donc, il faut que, je vais citer quelques obligations, il faut que le terrain soit répertorié au cadastre comme étant un terrain AOC. Le cadastre, c'est un organisme d'État qui contrôle les terres. Donc, il faut que le terrain soit répertorié au cadastre. Il faut que la variété de canne soit une variété sélectionnée par l'AOC. Donc, sur les 4500 hybrides qui ont été testés en Martinique, on va dire que l'AOC a sélectionné au tout début 14 variétés et est venu s'ajouter quelques variétés supplémentaires et maintenant nous sommes à entre 20 et 25 variétés. Les deux premières cannes qui ont été introduites en Martinique par Christophe Colomb, c'est la cristalline qui existe toujours sous sa même forme et la moribond. La moribond, elle a disparu parce que c'était une canne qui était fragile et donc à travers toute l'expérience qu'on a eue ici en Martinique, on a sélectionné les cannes les plus résistantes, les cannes qui s'adaptent au mieux dans les zones humides ou les zones sèches. La cristalline, on va dire, c'est une canne tout venant
comme la canne roseau, elle s'adapte autant dans les zones sèches que dans les zones humides. Ensuite, pour continuer sur le respect du cahier des charges, il faut que la canne soit récoltée entre le 2 janvier et le 31 août. Nous, à Trois-Rivières, on a une période allant de mi-janvier à mi-juin. Cette canne, une fois coupée, sera acheminée au niveau de l'usine le plus vite que possible. Et là, on va vérifier le Brix et le pH. Le Brix, c'est la quantité de sucre et le pH, l'acidité. Le pH va nous donner une idée sur la fraîcheur de la canne, si elle a été coupée aujourd'hui et acheminée très rapidement, ou si elle a été coupée et elle est restée 2, 3 jours, voire une semaine au sol. Donc, l'AOC va nous demander à ce que le pH soit supérieur à 4,7 et que le Brix soit supérieur à 14 en Brix. Alors, dans le sud, nous avons une pluviométrie très rare, on va dire, quantité d'eau peu abondante qui va arroser nos cannes, ce qui fait on va avoir des cannes et un rendement à l'hectare assez bas. C'est-à-dire que dans le sud, on est à un rendement autour de 60, entre 20 et 60%. Donc, ce qui fait à peu près, on va récolter dans le sud à peu près 60 tonnes par hectare ou 20 tonnes par hectare. Dans le nord, où il pleut un peu plus, là, ils vont récolter jusqu'à 120 tonnes par hectare. Donc, l'AOC nous impose un tonnage maxi. Il ne faut pas dépasser 120 tonnes hectare. Nous, on est dans la bonne fourchette, mais qui dit rendement et tonnage à l'hectare bas, dit taux de sucre plus élevé. Donc, dans le sud, on a un Brix qui tourne autour de 19, 20, voire 25 en Brix. Et dans le nord, ils ont un Brix un petit peu plus bas, où ils sont autour de 14, 17 en Brix. Mais ce taux faible en Brix nous permet d'ajouter plus d'eau, puisque ce jus de canne sera dilué avec de l'eau pour obtenir une densité autour de 1030. Et à ce jus de canne dilué, on va rajouter de la levure fermentaire qui, elle, va avoir comme action de consommer le sucre et donner en échange de l'alcool et du CO2. Et tout ça, ça doit se faire entre 24 et 120 heures. Nous, à BBS, nous avons une fermentation courte. On est plutôt autour de 24 heures, voire 36 heures. Et ça nous permet d'avoir un rendement d'usine qui se rapproche un petit peu de ce qui se fait dans le Nord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Une fois qu'on a récolté ce jus, de l'autre côté, la fibre de la canne sera utilisée pour faire tourner nos chaudières et ça va générer de la vapeur et cette vapeur va nous permettre de conduire et de faire fonctionner nos colonnes. Alors, il y a aussi des critères sur les colonnes à distiller. Je suis un peu long sur toute la partie réglementation, mais c'est bien pour montrer qu'avec notre AOC, on a énormément de règles à respecter qui, in fine, va nous donner des produits que vous allez apprécier ou non à travers le monde. Donc, sur les colonnes, nous avons une taille à respecter supérieure à 70 cm, mais n'excédant pas 2 mètres. Nous avons un nombre de plateaux à respecter. Donc, ce sont des colonnes à flux continu. Une fois qu'on va injecter le vin dans la colonne, ça va se faire de manière continue et la vapeur va arriver au pied de la colonne, va barboter de plateau en plateau, va récupérer l'alcool et les arômes qui ont été développés par la levure pour ensuite arriver dans la zone de concentration, qui est toujours une zone en cuivre. Et dans cette zone-là, il y a un nombre de plateaux à respecter, comme dans la partie épuisement. Dans la partie basse que vous voyez sur la 4e photo, vous voyez que cette partie est en inox et c'est surtout la partie supérieure qui est la partie zone de concentration qui est en cuivre. C'est ce qu'exige l'AOC, que cette partie de concentration soit en cuivre. Et l'AOC va nous demander de distiller un rhum qui sera compris entre 65 et 75 degrés.
Là, nous avons respecté les critères AOC, mais ça ne veut pas dire qu'on a l'AOC. Une fois que le rhum va descendre au chai, je vais devoir attendre 6 semaines avant de présenter le lot à l'AOC. Et l'AOC va convoquer des dégustateurs qui ont été formés. Nous sommes à peu près une 60aine sur l'île. Et ce n'est qu'à l'issue de cette dégustation que le rhum peut avoir son appellation d'origine contrôlée. Donc, 3 options vont s'offrir aux dégustateurs. Première option, le rhum peut avoir un défaut majeur et le rhum sera définitivement écarté, ne pourra plus avoir la mention rhum agricole de Martinique. Donc, il y a des critères pour l'éliminer. Donc, il y a à peu près 5 critères. Il faut que on peut trouver des notes d'un autre alcool. Ça peut être qu'on retrouve des notes de gin ou des notes de vodka, ou pour les vieux, des notes de cognac ou de whisky. Voilà. Donc, là aussi dit, ben, ces rhums-là, ça ne représente pas la typicité martinique. Deuxième option, le rhum peut être ajourné pour un défaut mineur. C'est un défaut qu'on peut corriger. Et à partir de là, soit le distillateur ou le maître de chai s'entête en se disant mon rhum est de qualité, et les dégustateurs, peut-être qu'ils n'étaient pas très frais, qu'ils avaient déjà bien cuvé avant de déguster mon rhum. Et donc, je représente mon rhum tel quel. Donc, cette manière de fonctionner va lui donner la possibilité de présenter sa cuvée 3 fois. Donc, la première fois, il est ajourné pour un défaut mineur. La deuxième fois, comme c'est un défaut mineur, il peut se corriger simplement avec du brassage, avec une réduction ou un passage sur filtre Zeta+. Ça va gommer un petit peu les notes qui ont fait défaut. Et ou le rhum peut être ajourné à nouveau pour un défaut mineur. S'il est ajourné pour un défaut mineur une deuxième fois et que le distillateur ou le maître de chai s'entête à vouloir le présenter tel quel, c'est peut-être pas parce qu'il est de mauvaise foi, c'est peut-être parce qu'il n'a pas d'autres volumes pour faire le travail sur le produit. Hein. Donc, il le présente pour la dernière fois et là, on va convoquer le grand jury qui est constitué des différents présidents des différentes commissions, commission d'agriculture, commission de vieillissement, commission de distillation. Et tous ces présidents-là vont statuer et si eux, ils trouvent un défaut mineur, le rhum sera définitivement écarté. Deuxième option, le maître de chai se dit que le jury est un souverain, donc je vais faire en sorte de gommer ce défaut en assemblant mon lot. Donc, autant de fois que je vais l'assembler, autant de fois que je vais pouvoir le présenter à l'AOC. Et donc, comme c'est un défaut mineur, tôt ou tard, on va pouvoir gommer ce défaut et donc il va passer à l'AOC. Il n'y a pas de limite de temps dans ça. Et puis, dernière option, le rhum peut être agréé pour ses caractéristiques organoleptiques. C'est-à-dire que l'AOC nous demande à ce que le rhum soit fruité, floral, végétal, qu'il y ait une belle longueur et que ça soit quand même assez agréable en bouche. Donc, le rhum est agréé. Et à partir de là, l'INAO de Caen, puisque nous sommes rattachés à cet organisme de l'INAO de Caen, va nous affecter un numéro AOC. Et à partir de là, on va pouvoir commencer le traitement, l'abaissement du degré et la mise en vieillissement. Donc, pour pouvoir produire nos rhums blancs, on va réduire avec de l'eau déminéralisée ou de l'eau osmosée que nous fabriquons nous-mêmes. On va abaisser le degré très lentement. On va faire ça à peu près sur 15 jours. Et ensuite, on va lui donner au moins 15 jours de repos. En gros, si vous voulez, quand vous rajoutez une molécule H2O, cette molécule H2O va vouloir s'imbriquer dans les liaisons qui forment les arômes. Et donc, pour cela, va faire vibrer les liaisons pi et sigma qui relient les molécules entre elles. Donc, ça va vibrer jusqu'à ce que ces liaisons se cassent. Et cette vibration va créer un échauffement. Donc, vous allez avoir peut-être 2, 3, voire 4 degrés Celsius de plus. Donc, pour éviter cette augmentation de température, on va réduire ce lot très lentement pour essayer de préserver tous les arômes que nous avons et les plus fragiles dans notre AOC, enfin, en ce qui me concerne, à la Monnie. Et ensuite, on va pouvoir libérer le lot pour la mise en bouteille. Pour la partie vieillissement, nous avons l'obligation de vieillir dans des fûts de chêne uniquement, quelle que soit sa provenance, et
dans des fûts ayant une capacité de moins de 650 litres. Alors, nous approvisionnons en fût de chêne ex-Bourbon, donc whisky américain. Nous avons aussi des fûts ex-Cognac. Nous avons aussi des fûts pour l'autre marque qui est l'Amoni ex-Porto, ex-Moscatel. Et puis, j'ai acheté un petit lot de fûts de Mescal. C'est pour canne brûlée que bon, vous n'avez pas, mais Trois-Rivières a sorti les éditions du bar, dont fait partie le Double Oud. Et on a sorti une canne brûlée. Donc, c'est ce que souhaitaient les bartenders, les mixologues. Ils voulaient avoir 4 cuvées avec des notes bien marquées. Donc, ce côté canne brûlée va apporter ce côté fumé, ce côté empyromatique dans nos rhums. Donc, une fois que j'ai fait mon achat dans les fûts roux, ça s'écrit ROUX, ce sont des fûts qui ont déjà contenu un autre alcool, je vais aussi m'approvisionner en fûts neufs. Donc, pour ça, je vais me rapprocher du tonnelier qui, lui, va se rapprocher du mérandier qui fabrique les mérins. Et ce mérandier, lui, va se rapprocher du forestier. Donc, le forestier va couper des chênes français qui ont entre 180 ans et 250 ans d'âge. Le forestier américain, lui, va couper des chênes qui ont à peu près une cinquantaine d'années. Pour fabriquer le fût français, je vais demander d'avoir des lattes qui ont à peu près, donc des mérins qui ont maturé. Donc la maturation va se faire à l'air libre. Le mérin va être lessivé par les pluies, le soleil, et donc va enlever le mauvais tanin et va garder le meilleur. Et je vais demander des lattes qui ont entre 24 et 36 mois. Ensuite, le tonnelier, lui, va prendre le relais. Du côté américain, ils vont couper des chênes qui ont à peu près une cinquantaine d'années. Les mérins, ils vont avoir 24. Là, je ne maîtrise pas puisque je n'achète pas des fûts. Enfin, j'achète des fûts américains, mais pour les fûts ex-Bourbon, ils vont laisser maturer 24 ou 12 mois. Et ensuite, le tonnelier va prendre le relais. Pour la fabrication du fût, le tonnelier va aligner en rose, forme de cercle, ses mérins. Il va mettre une petite chaufferette au milieu. Il sera alimenté en copeaux de bois de même nature, donc de chêne. Et là, la flamme va venir caresser l'intérieur du fût sans pour autant la toucher. Donc, un fût français, si vous le défoncez, vous l'ouvrez, vous allez voir que c'est légèrement toasté à l'intérieur. Pour le fût américain, on va carrément cramer l'intérieur du fût. Donc, on va mettre le feu jusqu'à obtenir un aspect, ce qu'on appelle ça une chauffe alligator ou crocodile. Donc, il y aura l'aspect de la peau de l'alligator ou du crocodile. Il y aura vraiment du charbon à l'intérieur du fût. Alors, pourquoi ces deux techniques? Le chêne français n'est pas constitué de la même manière que le chêne américain. On va dire que le chêne français a des fibres qui sont comme une paille, alors que le chêne américain, ses fibres sont comme un bambou. Donc, le bambou, il a plusieurs cloisonnements, ce qui fait que dans ces petites capsules vont rester de la lignine du bois, je mets ça entre guillemets, hein, la sève du bois, qui va rester dans ces petites capsules. Et donc, pour dégrader ces capsules-là, on va devoir chauffer énormément. Pour le chêne français, on n'a pas besoin de chauffer énormément puisqu'il y a moins de... Enfin, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de lignine qui reste dans le bois autant que dans le chêne américain. Donc, le tonnelier, je vais lui demander de faire des chauffes particulières en fonction de ce que je veux obtenir comme profil organoleptique dans ma cuvée. Pour le chêne français, je vais faire... alors, je sors des cadrages qu'on nous a donnés. Chêne français doit être chauffé très méticuleusement et très lentement, mais moi, je vais carrément aller dans les extrêmes. Donc, je vais demander à mon tonnelier, même si c'est du chêne français, d'aller sur des chauffes douces à des chauffes excessives. Donc, ça peut être 250, 260 degrés pendant 2-3 minutes
ou ça peut être 60 degrés pendant 1 heure. Et même pour le chêne américain, même si on a ces petites capsules de lignine de sève, je vais aussi aller chercher des chauffes assez légères, chauffes light, medium plus ou heavy, des chauffes fortes. Donc voilà un petit peu comment je fais mes approvisionnements en fût. Une fois que j'ai fait ça, je vais entreposer mes fûts dans des... Nous avons 2 chais. Un chai, je vais dire qu'il y a une zone qui est un peu humide et une autre zone qui est un petit peu plus exposée au soleil couchant. Donc, on a une zone sèche et une zone humide. Ça ne va pas donner le même profil organoleptique au même lot mis dans ces deux endroits différents. Je vais aussi avoir un chai où je pourrais entreposer mes fûts. C'est une structure oxoline en nid d'abeille. Je vais pouvoir exposer mes fûts jusqu'à cette hauteur, donc aller au plus près du plafond où il fait un peu plus chaud et avoir une zone beaucoup plus fraîche au sol. Donc tout ça, ça va me permettre de créer mon économa comme un cuisinier. Donc j'ai mes fûts roux, des fûts ayant déjà contenu un autre alcool. J'ai des fûts neufs avec des chauffes différentes. J'ai l'origine du bois français-américain. On va dire que le bois américain va donner avec la chauffe un côté empyromatique, café, cacao, mocha. La chauffe française va donner des notes un petit peu plus rondes, plus douces, compotées, mielées, fruitées, florales. Donc voilà, comme le cuisinier qui va chercher son ail noir en Chine, son persil frisé en Thaïlande, son piment en Jamaïque, eh ben voilà, j'ai créé mon environnement aromatique à travers ma futaille. Donc, déjà, le premier endroit où les arômes vont être créés, c'est par la fermentation avec la levure. Deuxième sélection, c'est à travers la distillation, puisqu'on a un nombre de plateaux qui vont plus ou moins épurer et conserver les arômes. Et puis, j'ai toute la futaille, tout ce que je viens d'expliquer là, qui va me permettre d'avoir un éventail assez large au niveau aromatique. Donc, en Martinique, nous avons un ensoleillement, je vous ai dit, à peu près de 30 degrés toute l'année, qui fait un vieillissement tropical. Si on veut se comparer avec ce qui se fait sur le continent, où ils ont une température fluctuante, donc on est en période d'hiver à des températures négatives, en été à des températures un peu élevées, 35 degrés. Donc sur la moyenne, sur le continent, les températures sont plus basses, alors que chez nous, en Martinique, elles sont plus hautes. Ce qui fait que lorsque je vais mettre un lot à vieillir, je vais avoir à peu près 8% d'évaporation dans mes chais. Et si je me compare avec ce qui se fait sur le continent, ils vont avoir, eux, 2% d'évaporation. On se compare souvent à ce qui se fait dans le cognac. Hein. Et donc, on voit qu'il y a un coefficient 4 entre les deux. 8%, 2%, donc c'est un coefficient 4. Ça veut dire que dans nos chais en Martinique, nous avons 4 fois plus d'évaporation, mais on va concentrer 4 fois plus d'arômes. Le fût, je vais le garder 4 fois moins de temps parce qu'il va travailler 4 fois plus vite. Et derrière tout ça, lorsque je vais avoir un rhum qui a à peu près 10 ans, après une dégustation organoleptique, on va aller chercher sur un alcool du continent, on se compare toujours au cognac, il faut aller chercher un cognac qui a 4 fois plus d'âge aussi. Donc un cognac qui a à peu près 35-40 ans pour un rhum de 10 ans de chez nous. Alors, ce n'est pas moi qui ai inventé ces coefficients ni cette littérature. C'est quand j'ai des maîtres de chais, des maisons de cognac qui viennent visiter notre distillerie, je leur pose la question sur une dégustation d'un rhum de 10 ans et il y en a une qui m'a dit c'est un alcool d'à peu près 20 ans, mais elle était débutante, ça faisait à peine 1 an qu'elle était maître de chais. Et sinon, les autres, c'est 35-40 ans. Et puis, il y a aussi une partie qui me disent au-delà de 60 ans. Donc, on voit que tout s'accélère avec notre vieillissement tropical chez nous en Martinique. Et derrière, eh ben, le prix ne suit pas, puisque chez nous en Martinique, un rhum une cuvée de 10 ans sera vendu entre 85 et 120 euros, voire même si on va jusqu'à 180 euros. Et un cognac de 35-40 ans, ben, vous allez le payer 4 fois plus cher, vous serez autour de 500,
600 voire 700 euros, voire plus. Voilà. Alors, dans notre gamme de rhum, vous avez 3 catégories. Vous avez le rhum blanc. Je vous ai expliqué que la réduction est assez lente. Vous avez en intermédiaire le rhum élevé sous bois. Donc, aujourd'hui, nous allons déguster le double oud. C'est un rhum qui va passer en foudre, en bois. C'est un rhum ambré. Et ce rhum va séjourner 12 mois minimum dans ce foudre pour avoir cette appellation. Comme pour les blancs, ce rhum va passer devant un jury AOC et c'est le jury qui va nous donner son accord pour la mise en bouteille. Donc, à travers ce passage en bois, le rhum va se colorer légèrement, va acquérir les notes aromatiques du bois, mais aussi il va s'oxygéner énormément. Et puis, derrière, nous avons aussi des rhums de plus de 3 ans. Donc là, on va les faire vieillir dans des contenants de moins de 650 litres. Donc, chez nous, on a des fûts de 200 litres et on a aussi des fûts de 400, 420 litres. Et puis, une fourchette entre les deux qui oscille et qui varie. Voilà pour nos explications, mes explications. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on continue et on passe c'est ça, après ce slide, c'est la dégustation, Maxime? Oui, exact. Je ne sais pas si les autres ont des questions. Pour ma part, tout est très bien expliqué, là, mais c'est pas la première fois, Daniel, qu'on te reçoit. Est-ce que toi, Bruno ou Guillaume, les autres, vous aviez des questions? Ben, moi, j'aurais peut-être une question, peut-être plus un retour, en fait, Daniel. Au niveau des chênes français, tu avais dit que vous les sélectionnez au niveau de la coupe entre 180 ans et 250 ans, mais est-ce qu'il y a eu des études qui étaient faites sur le profil aromatique quand on coupe le chêne français et qu'on le transforme en fût, mettons, avec un 50 ans, 100 ans, ou c'est vraiment tout le temps 180, 250 ans, puis c'est ça la règle du pot, si je peux dire ça comme ça? Alors, c'est une règle qui existe. Bon, bien évidemment, l'État français met son doigt dans tout. Et donc, le chêne français, il ne peut être coupé que dans cette tranche d'âge-là. OK. Et il y a des études qui montrent aussi qu'il y a certains arômes qui vont se développer dans cette tranche d'âge-là. Et si on le coupe plus tôt, ben, il n'y a pas forcément un intérêt parce que ça va être très lourd sur le palais, ça va être un peu planchu. Voilà, il y aura quelques défauts. OK. Et Parfait. donc, sur les États-Unis, ils sont beaucoup plus dans on va dire, le pécunier. Donc, plus on va couper vite, plus on va faire plusieurs rotations, quoi. Donc, voilà. Alors, ce qui se passe à travers le monde, c'est que la Chine a arrêté de couper ses chênes et s'approvisionne en Europe. Les États-Unis ont plus ou moins arrêté. Quand je dis arrêter, ce n'est pas un arrêt total, hein, mais on essaie de préserver et ça s'approvisionne en Europe. Et donc, chez nous, ben, on voit que ben, on a de moins en moins de chênes et ça devient de plus en plus rare et ça devient de plus en plus cher. Alors, bien évidemment, avec la guerre en Ukraine, les prix ont un peu flambé. Ils ont pris parfois 50% sur le bois, ce qui fait qu'un fût de 400 litres que j'achetais à peu près 650, 750 euros est maintenant autour de 850 voire 900 euros. Voilà. Quand même, c'est une bonne différence. Puis le prix du rhum ne suit pas nécessairement, ou du moins en partie, là. Voilà, c'est-à-dire que nous, derrière, on essaie de préserver le consommateur, euh, même si c'est un peu utopiste de ma part de dire ça, mais on essaie de ne pas monter trop les prix, puisque derrière, il y a quand même une économie à maintenir. Donc, si on augmente trop, peut-être qu'il y aura moins de ventes, et s'il y a moins de ventes, il y a moins de bénéfices, etc. Donc, on essaie de trouver un juste équilibre entre prix de vente et prix d'achat pour les consommateurs. Donc récemment, nous avons subi une augmentation de l'État français qui est à peu près de 2,25%, si je ne m'abuse, ce qui fait que nos blancs qui étaient vendus à peu près 7 euros le litre, maintenant se trouvent à 11 euros le litre. Mais ce n'est pas de notre fait, c'est-à-dire que cet argent, on ne le met pas dans notre poche. Simplement que l'État français s'est dit que le taux d'alcoolémie est très important en Martinique, ce qui est complètement faux. Il n'y a aucune étude qui a été basée là-dessus. Les gens qui s'alcoolisent davantage avec de la bière qu'avec du rhum. Voilà.
On va passer alors, l'image que vous voyez là, c'est Terroir du Sud de la Martinique. On voit, alors, quand Nicolas Fouquet est arrivé en Martinique, il s'est octroyé 2000 hectares de Trois-Rivières jusqu'au Diamant. Et le petit rocher que vous voyez au milieu là, c'est le rocher du Diamant et la plaine de Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est une zone où parfois on a des niveaux qui sont en dessous de la mer. Et donc la canne sera dans une eau un peu saumâtre, on va dire un sol imbibé de cette eau saumâtre. C'est bon, on passe à la dégustation ou il y a d'autres choses à voir? Ah oui, alors Daniel Baudin a été élu meilleur. Alors, pour vous donner un petit peu nos médailles, nos récompenses, sur les 5 dernières années avant Covid, on a obtenu 250 médailles. Quand je dis avant Covid, avant 2020, hein, donc 250 médailles sur les concours les plus prestigieux. Sur ces 250 médailles, nous avons à peu près la moitié, 147 ou 156 médailles en or et plus de la moitié de ces 156 médailles en double or. Ça veut dire que nous avons été élus meilleur cuvée, meilleur rhum dans sa catégorie dans le concours de l'année. Et puis, en 2019, j'ai été élu meilleur distillateur, meilleur maître de chai au monde dans un concours de la International Rome Conference, IRC. J'ai récupéré mon prix à Miami en septembre 2019. Pour continuer sur nos médailles, en 2018, nous avons obtenu le prix du meilleur rhum au monde pour notre VSOP de chez Trois-Rivières. En 2020, nous avons obtenu le prix du meilleur distillateur et du meilleur alcool au monde. Donc, meilleur alcool au monde, ça veut dire on a obtenu la meilleure note devant tous les autres alcools, whisky, cognac, beju, etc. Et en 2021, soit fin 2020 au début 2021, nous avons obtenu, sur les 9 meilleurs rhums au monde, nous avons positionné 6 médailles d'or. Alors, tout ça, ça peut être vu sur le site de la internationale IWSC. C'est un concours de Londres qui nous a attribué ces prix prestigieux. Voilà un petit peu pour nos récompenses. Et puis, on passe à la dégustation. Donc, notre cuvée de l'océan. Donc, c'est une cuvée où on va récolter la canne qui sera plantée à l'extrême sud de l'île, en bordure de plage, à peu près 1 à 2 km de la plage. Ça se trouve à l'Anstrabo, à Sainte-Anne. Et donc, cette canne sera balayée par les alizés et donc va récupérer une levure indigène sur sa peau. La canne fraîchement coupée sera acheminée à l'usine. Le temps de remplir une cuve, c'est à peu près 1 heure de temps, voire 1h15. Donc, la levure indigène va commencer à travailler, à donner son expression. Donc, à travers cette cuvée, on va avoir cette note iodée et saline qui va se traduire dans la dégustation. C'est un rhum qui fonctionne assez bien en pairing. Le pairing, c'est la parité qu'on va pouvoir faire entre l'alcool qu'on boit et un plat. Donc, ça marche assez bien avec des huîtres. On l'avait fait avec Maxime. Tu étais avec nous, Maxime, au restaurant. Donc, on l'avait fait, voilà, on l'avait fait au restaurant avec des huîtres, voilà, exactement. Ça marche avec des fruits de mer, avec du caviar aussi, ça marche. Je l'ai fait au Rhum Bellion de chez nous, en Martinique. Donc, voilà. Alors, pour la dégustation, on va faire travailler tous nos sens. Donc, la vue, l'odeur, le nez, et le goût par la bouche. Donc, pour la vue, on va regarder au-dessus du verre. On regarde au-dessus du verre et on va voir le produit, la cuvée, elle est limpide et cristallin avec des reflets argentés.
Deuxième test qu'on va faire, on va incliner le verre et on va le patiner. On va le faire tourner sur lui-même. Et là, lorsqu'on va redresser le verre, on va avoir ce qu'on appelle les jambes, les larmes, les cuisses, les cathédrales. Donc, on va avoir des petites gouttes qui vont se former et qui vont prendre du temps à couler. Je ne sais pas si ça se voit, mais vous avez vos verres, vous voyez dans vos verres. Et donc, en fonction de la vitesse de coulure et de l'épaisseur de la goutte, de cette coulure, on va dire que le rhum est plus ou moins gras. Ça va? Maintenant qu'on a fait la vue, on va passer au nez. On va faire 3 tests. On va faire le premier nez, on va dire le montant. Donc, on part avec le verre assez loin. On fait monter le verre et dès qu'on a les notes aromatiques, ça va être votre repère pour comparer avec un autre alcool. Est-ce qu'il est plus ouvert si on le prend plus bas ou est-ce qu'il est plus fermé si on doit le poser sous le menton? Donc là, déjà, pour la cuvée de l'océan, j'ai déjà cette note de fraîcheur, de, comment dirais-je, citron, canne à sucre au montant. Deuxième, on va poser le verre sous le menton ici. Et là, on va avoir beaucoup plus d'intensité. On va retrouver vraiment ce côté canne fraîche. On va retrouver ce côté agrumes. Maintenant, on va faire un troisième nez en rapprochant le verre du nez sans plonger le nez dans le verre. On se familiarise tout doucement avec le produit, la cuvée. Dès qu'on a les notes aromatiques, c'est la bonne distance. On va faire passer le verre d'une narine à l'autre en inspirant tout doucement. Et on va voir que sur une narine, on aura des petits picotements au coin de l'œil. Le produit, la cuvée est presque mentholée. Et sur l'autre narine, on aura beaucoup plus de nuances qui vont nous définir les arômes qui constituent cette cuvée. Donc, un côté, ce sera l'alcool, et l'autre côté, ça va être les arômes. Tout simplement, quand vous respirez, vous avez toujours une narine qui est plus ou moins fermée. C'est la nature, c'est comme ça que le corps est fait. Quand vous êtes grippé, vous avez une narine qui se bouche, et puis vous allez voir que 2-3 heures après, oups, ça passe de l'autre côté. Mais c'est le même phénomène qui va se passer. Donc, comme la cloison est plus fermée, donc le flux des vapeurs qu'on va inspirer va être accéléré. Et donc, on va avoir cette impression d'alcool et de piquant. Et de l'autre côté, ce sera plus ouvert et donc on va mieux percevoir les arômes. Donc voilà, moi j'ai ce côté canne à sucre, j'ai ce côté euh, végétal, côté agrumes, citron. Maintenant, on va mettre en bouche. Et dans la bouche, on va faire 2 tests. Le premier test que j'appelle le first kiss, le premier baiser, où toujours on se familiarise. Alors, ce que j'essaie de démontrer ici, c'est, voilà, je prends le temps de vous expliquer comment on déguste parce que après, quand vous allez avoir les copains qui vont venir à la maison et qui vont vouloir déguster, première chose qu'ils vont prendre, ils vont tourner le verre. Vous ne m'avez jamais vu agiter le verre de la sorte. Donc, on est tout en délicatesse avec le produit, on y va tout doucement, on se familiarise tranquillement avec le produit et en bouche aussi, puisque c'est un alcool qui fait 42 degrés. Donc, on va prendre le temps. On va faire un premier test qu'on appelle le first kiss, le premier baiser, où on va en mettre vraiment très peu, juste pour infuser la langue, sans que l'alcool vienne nous gêner. Donc, on va avoir des sensations au niveau de la langue. Donc, au devant de la langue, si la langue est représentée par ma main, juste au devant ici, on aura un petit pincement. Et là, c'est des notes sucrées qu'on aura sous la langue. Là. Sur les deux côtés de la langue, on va avoir l'acidité. Sur le plateau de la langue, on va avoir de la minéralité. Donc là, on va avoir ce côté salin, iodé. Ensuite, au fond de la langue, on va avoir les notes amères. Sur le travers de la langue, on va avoir les notes de tanin quand on va passer sur les rhums ambrés et sur les rhums vieux. Donc, allez-y, faites ce premier test en mettant vraiment très peu. Le corps étant bien fait, une fois qu'on a mis l'alcool, on va saliver énormément. Et cette salive va venir s'ajouter au rhum et donc va diluer l'alcool pour vous faire percevoir au mieux les arômes qui constituent cet alcool. Donc, pour moi, j'ai bien ce côté canne. Alors, pour ceux qui ont déjà grignoté un morceau de canne, voilà, c'est la canne jusqu'à sa fibre qu'on a. J'ai ce petit côté amer qui me rappelle un peu l'agrumes, les agrumes. J'ai le côté un peu sucré, mais c'est très timide sur le devant de la langue, ici, là, sous la langue, là.
Et puis voilà, sur ce premier baiser, voilà ce que je peux dire. Donc derrière, pour vos amis qui viendront vivre l'expérience avec vous, soit ils s'arrêtent au premier baiser, si le premier baiser les a intimidés, hein, donc ils vont consommer leur alcool qu'avec des petits baisers. Comme ça, la salive viendra noyer à chaque fois et donc ils ne seront pas agressés. Ou si ce premier baiser ne les a pas intimidés, ils vont passer à la deuxième phase qui est le French kiss. On peut dire le Canada kiss. Un baiser un petit peu plus langoureux, plus volumineux. On va mettre un petit peu plus en bouche. Et là, on va avoir des picotements sur la langue, picotements sur le palais, qui vont définir sur la langue le piment fort de chez nous, le piment de Jamaïque. Ensuite, on aura des notes, on peut avoir des notes qui ressemblent un peu aux notes de radis, le vrai radis qui commence à piquer, ou de, qu'on appelle ça, radis et, bon, j'oublie le nom. Ensuite, sur la langue, on aura des picotements qui vont rappeler un petit peu les notes de fenouil, des notes un peu anisées. C'est l'analyse globale, ce n'est pas sur ce rhum-là. Hein. Les notes anisées. Ensuite, sur le palais, on pourra avoir des picotements qui vont rappeler le poivre, la cannelle ou la muscade pour les rhums vieux. Donc, voilà un petit peu comment on va analyser. Vous avez aussi sur l'intérieur des joues, vous allez avoir des picotements. C'est l'alcool qui va s'exprimer à ce niveau. Si avant d'avoir mis de l'alcool dans votre bouche, vous frottez les dents les unes contre les autres, elles vont glisser carrément. Puis peut-être que sur un alcool, ça va s'accrocher. Donc on va dire que c'est âpre, c'est rugueux. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Donc deuxième test. Alors avec un alcool à 42 degrés, on ne va pas grumer, faire entrer de l'air dans la bouche. Ça va vous piquer au fond de la gorge. Pour ce deuxième test, pour le French Kiss, malgré ces 42 degrés, il s'exprime parfaitement et il y a une belle longueur en bouche. J'ai des épices, picotement sur la langue. J'ai la note sucrée qui vient me pincer au devant de la langue. J'ai la zone au devant de la langue, là, la minéralité, c'est vraiment un point, l'équivalent d'une pièce de monnaie de 1 centime. Sur le devant de la langue, c'est de la minéralité. Et puis là, sur la commissure des lèvres, j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui gêne et d'avoir envie de m'essuyer le coin de la bouche. Et là, c'est le côté salin. Quand vous vous baignez à la mer, ben vous sortez, vous avez toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui vous gêne dans la commissure des lèvres. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette première dégustation. Vous avez des questions là-dessus? Je vous laisse le temps d'apprécier. Il est assez unique ce rhum-là, Daniel. Pour en avoir dégusté plusieurs des rhums blancs, puis des rhums agricoles, beaucoup de pur jus, d'AOC. Il est assez unique dans son genre. Honnêtement, là, même après quelques années, on le regoute, puis on est surpris. Je ne sais pas les autres si vous pensez la même chose que moi, mais c'est assez surprenant quand même. Le côté Oui, ben, comme Moi, je l'ai dit, oui. personnellement, j'en ai toujours une dans chez moi, là, parce que j'adore ce petit blanc-là, quand même très abordable chez nous, là, mais pour moi, je l'adore. J'en ai toujours une. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà essayé de faire un pairing avec des huîtres, avec des fruits de mer? Ça peut être juste du thon, un ceviche de poisson ou un carpaccio. Non, j'ai jamais encore essayé de faire du food pairing avec le rhum, là, mais c'est dans mes projets futurs. Très bientôt. D'accord. Alors, juste pour expliquer un petit peu comment je conçois le food and pairing, là, on vient d'analyser la cuvée. On a vu quels sont les arômes, quelles sensations nous avons, etc. On va faire une deuxième dégustation avec la mignardise, la mise en bouche. Là, on va prendre l'équivalent d'une petite cuillère à café. On va mettre en bouche, on va mâcher, on va avaler. Donc, on analyse cette partie-là. Ça dépend du chef qui l'a fait et qui a fait cette mignardise. Et soit il est très porté sur les épices orientales ou épices japonaises ou épices caribéennes. Donc, ça va changer un petit peu la donne en fonction du chef. Hein. Donc,
quand vous allez faire la deuxième bouchée, vous allez prendre à peu près l'équivalent de la moitié d'une cuillère à soupe. Vous mettez en bouche, on mâche tout ça, mais on n'avale pas. On garde le bol alimentaire en bouche. Et puis, vous allez venir faire des petites lampées de rhum pour voir à quel moment on trouve un équilibre entre ce qu'on a en bouche et la sensation que nous avons. On va mâcher tout ça et puis voilà, ça va vous donner soit des arômes de la cuvée qui vont s'exprimer davantage, soit les arômes du pairing, de la mise en bouche qui vont s'exprimer davantage, ou soit la création d'arômes nouveaux qui ne sont ni dans l'un ni dans l'autre. Et là, on peut dire qu'on a gagné parce qu'avec deux éléments séparés, on a réussi à trouver des arômes qui vont se compléter grâce à l'alchimie des molécules. Voilà. Donc, j'espère que vous allez faire des pairings parce que c'est vrai qu'on peut passer de très bons moments avec un verre de rhum. Et vous voyez, on va pas prendre un verre plein. C'est juste un petit fond puisqu'on va faire des petites lampées. On va goûter très peu avec le pairing et ça peut tout à fait remplacer une bouteille de vin lors d'un repas entre amis ou avec la famille. J'ai fait un repas comme ça au Bonhomme à Paris en 2016. C'était avec que des huîtres. On a fait un repas à l'Apicius, mais c'était avec l'autre marque de rhum que nous représentons, que nous avons propre, la Moni, où de l'entrée jusqu'au dessert, on n'a eu que du rhum et j'avais demandé au chef de faire ses marinades, de faire macérer, de faire flamber avec le rhum qu'il va nous présenter pour la dégustation. Et j'avais un journaliste, je crois que c'est du Monde, qui était assis juste à côté de moi. Il me dit, mais non, Daniel, ça marche pas. Ce sont des alcools forts, donc ça peut pas marcher avec un plat. C'est pas possible. Et puis, au fil du repas, il était de moins en moins bavard. Et à la fin, il est venu me remercier en me disant, heureusement que je suis resté parce que j'ai vécu une belle expérience à travers ça. Deuxième essai que j'avais fait avec les représentants du guide Goemio. Et juste en face de moi, il y avait le chef Ravin, qui est un Martiniquais qui a de très beaux restaurants étoilés à, qu'on appelle la principauté de, dans le sud de la France. Le Prince Albert, c'est, bon, vous voyez de quoi je parle. Monaco, voilà, j'ai vu ça sur les lèvres, Monaco. Et donc, le président du guide Goemio, je dis qu'on peut faire un pairing et si vous voulez, on les avait invités à manger aux Zanzibar. Et là, je vais voir le chef pour lui dire, est-ce que je peux faire un test dans son resto, un pairing. Il me sort la même chose, mais non, ce sont des alcools forts, ça ne fonctionne pas sur les plats et tout. Et donc, tout penaud, je vais voir le président et je lui dis, bon, eh bien, on ne pourra pas le faire parce que le chef a dit non. Il se lève, il dit non, non, non. Il faut absolument qu'on fasse ce pairing. Il va voir le chef, il lui reste à peu près 5 présentations à faire parce qu'elle présentait sa nouvelle carte. Et là, il reste un médaillon de langouste pêcheur snacké à la vanille et au caramel. Et je dis, bon, ben, je vais présenter ça avec un rhum qu'on a, c'est une trilogie, la cuvée Oman. Et je fais ce pairing-là avec la cuvée Oman et les convives, tous du guide Goemio, sont ravis et disent, le président vient me voir et me dit, c'est la première fois qu'il a un pairing aussi parfait, aussi équilibré que ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à le faire, même si on vous dit que ça fonctionne avec des huîtres ou avec du caviar, vous pouvez l'essayer sur autre chose, hein, sur une viande grillée. Alors, le pairing va fonctionner de deux façons différentes. Vous avez un pairing soit en parité, donc je retrouve des arômes de canne à sucre, je retrouve des arômes épicés, voilà, ben, salin, ben, je vais aller chercher dans l'accompagnement des notes identiques. Ou soit je fais un pairing en opposition. De la même manière que la fraise qui est acidulée, qui est sucrée, fonctionne très bien avec du chocolat qui est amer et acre, ben voilà, je peux avoir en opposition un pairing qui fonctionne aussi. Et puis aussi, et bien évidemment, nos alcools sont très réputés. Je pense que pas que nos alcools, mais à travers le monde, c'est surtout la mixologie, c'est surtout les cocktails qui fonctionnent.
Donc voilà, on vous propose de faire un daiquiri avec la cuvée de l'océan. Ça va? On peut passer à l'autre cuvée. Ouais, tout à fait. Merci de ces explications-là, Daniel. C'est vraiment En, pertinent et toujours intéressant. en timing, ça va? Il nous reste du temps ou c'est libre, c'est ouvert? Non, tout à fait, c'est libre. On te laisse aller. D'accord. Donc le deuxième rhum que nous allons goûter, c'est la cuvée Double Oud. Donc je vous ai dit que les bartenders nous ont demandé de créer les 4 cuvées. Pour eux, il fallait d'une cuvée où on avait le côté fruité, floral très intense. Donc on a créé Origine 55, c'est un blanc. Ils nous ont demandé une cuvée avec des notes fumées, brûlées. Donc c'est canne brûlée que j'ai expliqué au début de la discussion. Donc c'est un rhum, c'est une cuvée où on va brûler le champ de canne à contresens du vent pour concentrer les arômes. La canne toute fumante, on va la broyer, la distiller avec la bagasse qui est brûlée, où il y a ce côté fumé, on va travailler la fermentation. Pour la troisième cuvée, c'est le double oud, où il nous demande d'avoir un côté boisé, mais plutôt élégant, assez rond, avec beaucoup d'expression. Donc, je vais aller chercher un passage en fût, donc des contenants de moins de 650 litres, et je vais aussi aller chercher un rhum qui est passé dans des foudres. Donc, on vous a montré dans les images, ce sont des contenants de plus de 650 litres. Donc, chez nous, c'est 20 millilitres et 52 millilitres. De 20 millilitres à 52 millilitres. Donc là, j'ai deux origines, deux contenants différents. Maintenant, je vais aller chercher deux origines de bois différentes. Donc, je vais aller chercher du bois chêne américain et je vais aller chercher du chêne français. Donc, quand l'un est en chêne français, je vais prendre l'autre en chêne américain. Donc, si le foudre est en chêne français, je vais chercher les fûts en chêne américain ou inversement. Voilà, c'est un rhum élevé sous bois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire élevé sous bois? C'est un rhum paille, peut-être que ça vous parle plus. C'est un rhum qui va séjourner pendant 12 mois dans un contenant en bois et qui va passer devant un jury AOC comme tous les autres rhums que nous fabriquons. Donc, pour la dégustation, maintenant vous connaissez, on va faire le même principe et on va chercher à voir quels sont les arômes qui s'y développent. Donc, on fait le montant. Après, c'est pour comparer, si vous voulez. Il faut être le premier né sur le montant ici. Donc, on a déjà cette note très compotée. Alors, je ne vous ai pas parlé du verre, mais on a la forme du verre qui est aussi importante. Hein. De ce que j'avais vu à Québec Rhum, c'est bien ça, hein? C'est Rhum Québec ou Québec Rhum? Québec Rhum. Québec Rhum. Donc, on a des verres avec une base pas trop large. Il ne faut pas prendre les verres à dégustation de cognac, où la base est assez large. La cheminée, la hauteur, elle est assez courte pour les autres. Nous, on a une cheminée assez haute et une sortie étroite. C'est ça l'idéal pour une dégustation analytique. Après, si vous n'avez pas ce type de verre, ben, privilégiez plutôt un verre avec une forme un peu similaire. Ça peut être un verre à vin. Si on prend un verre de Bordeaux, pas Bordeaux, de Bourgogne, il a une forme qui se rapproche un peu de ça. Voilà, vous pouvez faire avec d'autres types de verres. Donc, sur le premier nez, je suis déjà dans les notes confiturées. Un boisé qui est présent, mais pas avec beaucoup d'expression. Je n'ai pas d'agressivité. Ça reste quand même assez suave. On est sur un alcool qui titre 40 degrés. Maintenant, je vais faire le troisième nez en rapprochant le verre du nez. On a un côté, alors je dis pétale de rose, mais c'est quelque chose d'assez poudreux. Je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi. Qu'est-ce qui peut vous rappeler ça? C'est assez soft, assez light. Ouais, je ne veux pas dire de la talc, mais c'est de la poudre. En gros, moi, le souvenir que j'ai, c'est quand j'allais embrasser mes grands-parents, enfin, les tantes âgées, elles se poudraient le visage et c'est un peu ce que mettent les femmes maintenant toujours, un peu de poudre sur le visage et ça a cette petite odeur-là pour moi. Donc,
pour moi, c'est assez agréable. On a une petite note de cannelle qui commence à arriver, des épices, orange confite, grosso modo, c'est un peu ça. Et maintenant, on va passer en bouche. Sur ce premier test, on a des petites piqûres sur la langue qui, pour moi, ça va être sur les deux côtés de la langue. On est plus sur cette note un peu anisée. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience quand vous étiez jeune, de poser la langue, ou même peut-être adulte, de poser la langue sur une pile soi-disant déchargée, poser la langue sur les deux plots de la pile et vous avez cette petite décharge-là. J'ai la même sensation sur le bord de la langue. Donc, je vais rapprocher ça à des notes un peu anisées, un peu fraîches. J'ai des épices, ça pique un petit peu. Ça, c'était mon premier test, premier baiser. Sur le deuxième test, avec un petit peu plus de volume, j'ai de l'intensité, j'ai du corps, j'ai de la longueur. Voilà, j'ai un boisé, j'ai de la mâche. J'ai l'impression d'avoir quelque chose de volumineux dans la bouche. Donc voilà, on retrouve un petit peu les mêmes épices, un peu picotement au-dessus du palais, le côté épicé, poivré, cannelle, muscade. Sur le palais, j'ai ce côté un peu orange confite. Aussi les épices, ça pique, mais pas comme le piment, c'est très léger. J'ai ce côté fenouil, anis, sur les deux côtés de la langue. Voilà un peu ce que je peux dire sur cette cuvée. Et c'est une cuvée qui peut très bien accompagner un simple burger. 2 tranches de pain, une viande grillée, un peu de salade, voilà, une petite vinaigrette, un assaisonnement. Et vous faites le pairing, comme je vous ai dit, ça peut très bien fonctionner. Ça va, des questions? Et puis, j'ai oublié de vous citer, parce que je vous ai dit, avec 4 éditions du bar, donc le Origine 55, le double oud, canne brûlée, et puis le dernier, c'est Vieux de l'Océan. Donc, c'est un vieux de 3 ans que j'ai préparé en overproof, donc à un degré élevé, 54 degrés, et je vais faire cette réduction avec une partie en eau de mer. Donc, je vais aller chercher l'eau de mer au large du diamant, vous avez vu le rocher, je vais stériliser cette eau et je vais rajouter un petit pourcentage de cette eau de mer pour apporter ce côté salin et ce côté interrogatif. C'est-à-dire que vous goûtez à un rhum et vous avez ce côté salé, vous vous dites, ça sort d'où? Voilà, en général, dans un rhum vieux, on n'a pas cette note-là. Et c'est la transition pour passer à notre VSOP. Donc, notre VSOP, c'est un produit qui reste quand même assez compliqué à la réalisation, puisqu'il faut que dans le temps, qu'on puisse garder à peu près le même profil organoleptique. Donc, si il y a 3 ans ou 4 ans, j'ai choisi un lot de fûts français, je ne sais pas, je dis la loge de A, que j'ai associé à la loge B, puis à la loge C, 4 ans après, ce même rhum-là, si je n'ai pas pris la totalité de cette loge, va continuer et va évoluer. Donc, si je le remets pour mon VSOP, il n'aura pas le même profil. Donc, il faut que j'aille chercher d'autres lots. Et donc, voilà, c'est comme ça un peu, je vais créer mes lots en allant chercher dans les différents chais, dans les différentes zones, dans les zones tempérées, humides, fraîches, près du plafond, etc., pour que dans le temps, mon VSOP soit à peu près identique, que vous ayez le même ressenti et que vous puissiez avoir les mêmes interprétations. C'est ce fameux VSOP qui a obtenu le prix du meilleur rhum au monde en 2018. Alors, pour ce VSOP, je vais aller chercher des fûts français, chêne français, des fûts en chêne américain, pour trouver cet équilibre qu'on cherche dans un rhum. Sur la couleur, nous sommes sur une couleur un peu ambrée, avec des reflets
on est ambré avec des reflets or. Sur les coulures, on a quelque chose qui se maintient. Rien qu'en faisant les coulures, j'ai déjà les effluves qui m'arrivent aux narines. Donc, ça prend du temps, elles sont assez larges. Donc, ça préconise quelque chose d'assez gras. Enfin, vous faites le montant. Et en posant ici, je suis déjà sur des notes toujours confiturées, des notes de thé, de tisane, confiture d'orange. Petit côté sirop d'abeille, cassave, dans le deuxième nez. Un boisé, ce que j'appelle un bois élégant, bois noble. Des notes de cigare, mais pas le cigare puissant, mais plutôt un cigare assez doux. Alors, ça évolue dans le temps. Donc, quand vous goûtez à déguster un rhum blanc, en gros, dans les 5 minutes, il s'est ouvert complètement à vous, il s'est révélé. Si vous prenez un élevé sous bois, il lui faut à peu près 10 minutes, il va s'ouvrir et s'exprimer. Quand vous prenez un rhum de 3 ans, il faut d'à peu près 15 minutes. Si vous dégustez un rhum de 6 ans, il vous faut de 30 minutes. Si vous dégustez un rhum qui a plus de 9 ans, il faut à peu près 45 minutes. Vous regardez le cadran d'une montre, voilà, vous êtes guidé à travers ça. Donc là, on est sur un VSOP, c'est un assemblage où la moyenne aura plus de 5 ans. Et donc, c'est pas loin de 6 ans. Hein? Donc, il va prendre du temps à s'ouvrir. Chaque fois que vous allez rapprocher le verre du nez, vous allez avoir des arômes un peu nouveaux qui vont se révéler. N'hésitez pas à garder le verre au devant, face à vous, hein, sur les narines, et à le faire tourner. Quand vous allez faire tourner le verre, donc je le fais avec la main comme ça, les arômes vont monter plus rapidement et vont s'exprimer différemment. Faites tourner le verre avec le nez plongé dedans. Vous allez voir que les arômes vont monter plus rapidement. Voilà, là maintenant, j'ai une petite pointe. Alors, ce n'est pas de l'agressivité, mais c'est du montant. C'est comme ça que je vais l'appeler, du montant. Ça va venir cloisonner passer sous la cloison nasale et donner ce côté un peu mentholé. Là, ça exprime davantage le côté tabac blond, tabac de Virginie avec ce côté un peu vanillé. Sur la bouche, sur ce premier baiser, je suis sur des notes un petit peu plus épicées que le précédent, donc ça pique un petit peu plus. Sur le palais, j'ai ce côté cannelle, muscade. J'ai ce côté compoté, ce côté thé tisane qui s'exprime. C'est une cuvée qui peut parfaitement se faire en cocktail et aussi en pairing. Là, je peux conseiller de le faire sur un moelleux au chocolat. Donc, on a ce côté un peu empyromatique, ce côté épicé, ce côté miel, donc qui va s'exprimer. Donc, si vous avez un moelleux au chocolat, ça peut fonctionner. Voilà. Avez-vous des questions? Bonsoir. Gênez-vous pas si vous avez des questions, c'est le temps. Je sais que PO nous a rejoint aussi. Je ne sais pas si il est disposé, mais bon, je sais qu'il nous a rejoint. Aussi Pierre, aussi en cours de route. Vraiment, belle présentation, Daniel. Vraiment, j'ai bien aimé tes explications. C'est toujours, on se dit qu'on sait ces choses-là, mais de les ressasser puis de les retravailler ensemble, là, c'est vraiment pertinent. Oui, Bruno? Bon, moi, j'ai toujours la même question. Il
il y a assez peu des produits. Il y a quand même on a la chance d'avoir quand même quelques produits de Trois-Rivières ou de l'Ammonie au Québec, mais dans les bouteilles un peu plus vieilles ou un peu moins courantes, c'est quand même relativement limité. Est-ce qu'il y a des chances qu'on ait de ces produits-là et à défaut de les avoir en succursale régulière, peut-être en importation Alors, privée? Je sais que le VSOP, on l'a déjà eu. Il doit m'en rester encore un fond que je mélange. alors, alors, ce qu'il y a, la réponse que je vais apporter, c'est nous dépendons de la SAQ. Donc, c'est la SAQ qui lance un appel d'offres. On se présente. Pour la SAQ, il y a un taux à ne pas dépasser, c'est ce qu'on appelle le taux de carbamate. Il faut qu'il soit inférieur à 150 ppm, partie par million. Et donc, c'est ce qui nous freine. Nous avons une distillation du pur jus de canne. Donc, on n'a pas de double distillation. Et cette molécule, elle va se dégrader à partir de 350 degrés Celsius. Donc, quand on fait du rhum de mélasse, on a déjà la première chauffe pour fabriquer le sucre. Et ensuite, il y aura une deuxième chauffe à la distillation. Donc, ce taux de carbamate va chuter énormément. Pour nous, ça reste assez compliqué à faire. Donc, on essaie de fabriquer des petits lots pour vous. Donc, on avait présenté à la SAQ la cuvée de l'océan, l'ambré. On avait présenté un 3 ans et on ne sait pas pourquoi. Bon, ça, c'est la façon de fonctionner. C'est eux qui décident de qui peut se représenter ou de qui sera éliminé. Donc, voilà un petit peu comment. Après, vous avez aussi les approvisionnements comme le fait Maxime, où vous pouvez vous réunir et acheter une caisse complète. Et à partir de là, je ne sais pas si c'est légal, vous répartissez les bouteilles après en dégustation. Oui, en fait, ben, c'est bien légal, c'est via les agences là, avec qui on travaille, mais je sais que de votre côté, Daniel, je sais qu'il y a des efforts qui sont faits pour adapter un petit peu puis que le taux de carbamate d'éthyle soit le bon. Là. Je sais que PO a écrit dans le chat aussi, mais il se rappelle quand on était passé en 2020, tout juste avant la pandémie, là, qu'il y avait des rhums dans les chais avec les taux de carbamate d'éthyle moins élevés là, pour le Québec. Puis je sais qu'il y a aussi une question que c'est l'agence qui gère ce volet-là C'est pour ça. l'arrivée des C'est produits en ça. SAQ. Là, je sais que ça ne repose pas toujours sur tes épaules à toi. On reçoit les questions, mais bon, c'est pas toujours. On sait que tu n'es pas toujours la personne qui va répondre, mais C'est ça, on discute. voilà, c'est que vous avez un organisme qui veille à votre santé, mais bon, je mets ça entre guillemets pour moi côté français, et donc ils ont estimé que c'était voilà la limite. Mais pour ça, on peut. Alors après, c'est à vous de faire remonter et de demander d'ouvrir, même si c'est pas sous de gros volumes, mais que voilà, vous puissiez faire entrer soit sur commande et que l'État puisse suivre les commandes, je ne sais pas, mais de façon à ce que vous puissiez faire entrer ce que vous voulez. Puisque le taux de carbamate, pour nous, nos rhums agricoles, ne doit pas dépasser 150, mais sur une liqueur, ça peut aller jusqu'à 450. Voilà. Et c'est là que voilà, c'est à vous de vous battre. Moi, je ne peux pas critiquer ni dire si c'est bien ou pas bien. Voilà, c'est le gouvernement qui décide. Et donc, petite action par petite action, groupe Rome Club qui écrit, qui manifeste. Je pense que le gouvernement canadien peut éventuellement ouvrir une petite brèche en disant, voilà, c'est limité en personne. Vous avez droit à que 2 bouteilles voilà, dans l'année. Voilà, on fera comme ça. On va souhaiter que Mais ça c'est fort. continue. Vous avez aussi la possibilité de venir visiter l'île de la Martinique et de pouvoir repartir avec des bouteilles. Donc, bien regarder quels sont vos droits en nombre de bouteilles à faire entrer au pays. Sinon, elles sont taxées après, quoi. Est-ce qu'il y a Voilà. des gens qui avaient d'autres questions pour Daniel? Un petit commentaire. En fait, M. Baudin, j'irai vous voir fin novembre. Je vais passer chez vous. Alors, Oui, j'espère apporter des petits trucs que je ne pourrais pas avoir ici, assurément. oui, vous serez le bienvenu, hein, y a pas de souci. Merci.
Donc, passez par Maxime ou si vous avez mon contact, vous m'envoyez un petit texto, un petit WhatsApp ou Messenger pour me dire, voilà, je serai dans telle période. On s'est vu à la masterclass du 10, comme ça, il n'y a pas de souci. Je vous ferai une visite VIP, déchets. Voilà. Normalement, si c'est fin novembre, ça peut aller. Moi, je ne suis pas là du 11 au 24. Je vais au Rumfest Whisky Live de Paris, de Belgique et de Nantes. Et en décembre, je fais une petite croisière partant de Miami sur à peu près du 4 au 13. Donc, voilà les périodes où je ne serai pas là. On va déjà commencer à travailler sur des dates en 2025, Daniel. On en a parlé tout à l'heure, là. Je sais que le groupe, on devait annoncer des choses pour début 2024, mais je pense que plus à l'avance c'est, plus ça sera facile de planifier des choses puis de faire des visites. Voilà. Voilà, quand c'est planifié, nous derrière, par le biais du groupe Campari, on peut organiser une petite journée avec vous. Voilà. Super. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres questions ou on... Ouais, ben écoute, Daniel, on te laisse partir. Un grand merci pour ton temps ce soir. Je sais qu'on n'avait pas énormément de rhum, mais on a quand même réussi à faire une petite carte avec ce que j'avais de côté pour le bien-être de tout le monde ce soir. Fait qu'on apprécie que tu nous aies libéré un petit peu de ton temps, puis c'est grandement apprécié, là. Ben, c'est moi qui vous remercie du temps d'écoute et de partager ma passion, puisque vous êtes tous des passionnés du rhum et du rhum pur jus de canne, même si les rhums de mélasse sont quand même bien aussi positionnés, mais c'est plus. En fait, si je peux résumer comme ça, ce qui est rare est chéri, quoi. Donc, il y a peu de rhum pur jus de canne chez vous. Donc, quand vous avez l'occasion de partager ce moment et en plus avec moi, voilà, je ne peux être que ravi. Nous Et aussi. vous remercie encore de votre écoute. Merci beaucoup, Daniel. Vraiment apprécié. Puis écoute, on se reparle bientôt, on se voit bientôt à suivre pour tout ça. Si tu passes dans le coin, tu es toujours le bienvenu. On en a parlé un petit peu au départ. Donc, si tu Oui, il passes n'y a pour pas de au souci. Québec, fais-nous signe, on t'accueille avec plaisir. Voilà, je disais à Maxime, mon fils habite le Canada, il est à Brossard et il travaille maintenant là-bas. Et donc, ça m'arrive de venir au Québec, à Montréal. Et lorsque je serai présent, ce sera avec plaisir que je viendrai à votre rencontre. Excellent. Voilà, Et bonne soirée à tous. Merci. Merci encore, Daniel. Merci pour merci tout. à vous. Merci Merci et au beaucoup. revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci.